après les autres, vous appelez. On va continuer. On se lâchera. Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue sur cet atelier de procès simulé autour de la question du génocide devant la Cour pénale internationale. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Maxime Sauvé. Je suis en charge des partenariats à l'Institut international des droits de l'homme et de la paix. Et je travaille notamment sur le développement du prix Liberté, donc un dispositif éducatif sur lequel j'ai pu travailler depuis finalement la création de ce projet. Je vais vous accompagner tout le long de cet atelier, ainsi que nos experts qui sont ici présents. L'atelier aujourd'hui va consister à une reproduction d'un procès au sein de la Cour pénale internationale. Donc vous allez vraiment être en immersion de ce que peut être un procès pour des questions de génocide. Nos experts vont jouer les rôles des personnages de ce procès qui est fictif. Les personnages, le contexte est bien évidemment fictif, mais vous allez également jouer un rôle, puisqu'aujourd'hui on est sur un atelier innovant qu'on développe à l'Institut et qu'on sera amené à reproduire dans plusieurs contextes différents. Et vous, votre rôle aujourd'hui, ça va être les rôles de jurés. Donc les jurés, finalement, votre rôle va être de donner votre avis pour que la décision finale soit prise. Et à la fin du procès, finalement, l'objectif sera de juger coupable ou non coupable l'accusé qui vous sera présenté tout à l'heure pour ce procès. Est-ce que déjà c'est clair pour vous ce cadre et le rôle que vous allez avoir ce matin? Pas de pression, évidemment, on va vous accompagner, vous allez voir, ça va être interactif. Vous allez avoir évidemment le scénario aussi qui va vous aider à comprendre ce qui se passe et vous aider à prendre des décisions. Et également, c'est un atelier qui va être finalement divisé un petit peu en 3 temps. Un temps d'acting, où on pourra donc assister au procès et suivre le scénario. Un deuxième temps où chacun de nos experts amèneront leur point de vue et leur expertise sur différents sujets que je vous présenterai lorsque je présenterai nos experts. Et un troisième temps où vous participerez à l'aide d'une application interactive sur laquelle on va se connecter tout à l'heure. Et vous pourrez donc donner votre avis sur le scénario, réagir sur les questions aussi et les points de vue qui auront été portés par nos experts. Et puis, vous aurez l'occasion de poser 1 ou 2 questions aux experts à qui vous souhaitez vous adresser. Ça va aussi là-dessus? Ouais, parfait. Eh bien, alors, on va pouvoir commencer. Donc, pour commencer, je vais vous présenter les experts qui sont présents avec nous. Donc, nous avons d'abord Fiona Schnell. Donc Fiona, tu es chercheuse en droit public et en sécurité internationale. Ton expertise porte notamment sur l'action extérieure de l'Union européenne au Sahel, sur les questions de sécurité internationale et du maintien de la paix. Tu t'es spécialisée sur la réforme du secteur de la sécurité en Afrique lorsque tu as pris ton poste de chef de programme au sein de l'organisme du DICAF. Et depuis novembre 2023, tu es devenue directrice générale de l'Institut international des droits de l'homme et de la paix, dont tes missions t'amènent à assurer le rayonnement international, le développement et l'expertise de l'Institut. Et aujourd'hui, tu nous apporteras un point de vue sur le cadre juridique du droit international en rapport aux crimes internationaux. Monsieur Jean-Michel Gueux, vous avez, vous, commencé votre carrière en tant qu'enseignant à l'école militaire de Saint-Cyr-Couëquidan, où vous avez donné des cours et des TD sur les relations internationales, notamment aux élèves sous-officiers. Vous êtes aujourd'hui maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes également membre de l'UMR CIRIS et vos travaux portent principalement sur l'histoire de la paix
du 1er XXe siècle. Et vous avez notamment des ouvrages connus et publiés sous les noms Le Rameau ou la Glaive, ou encore Les militants français pour la Société des Nations. Et aujourd'hui, vous êtes avec nous pour nous apporter une expertise sur les enjeux mémoriels de la construction de la paix. Madame Hartmann, Florence Hartmann, vous avez été correspondante de guerre pour le journal du Monde. Vous avez notamment couvert les Balkans, la guerre des Balkans, et vous êtes ensuite devenue porte-parole et conseillère du procureur du Tribunal international pour la Yougoslavie, mais également du Tribunal international du Rwanda. Vous avez des ouvrages et une expertise sur les questions de conflit et de la justice pénale internationale. Et vos ouvrages majeurs peuvent être l'affaire Srebrenica, le sang de la réelle politique, ou encore Paix et châtiment, les guerres secrètes de la politique et de la justice internationale. Vous nous apporterez un point de vue sur la place des faits et leur retranscription dans les médias, notamment dans un contexte de génocide. Benoît Chipot, donc tu travailles à l'Institut international en tant que chargé de développement et de formation. Tu as une expertise sur la question de l'information et des médias, expertise que tu utilises et que tu diffuses notamment en milieu carcéral. Et donc, tu seras membre des acteurs de ce procès aujourd'hui. Et enfin, Asma Hatif, dont tu as rejoint l'Institut international des droits de l'homme et de la paix il y a peu, en tant que chargée de mission pédagogique, notamment sur le pré-liberté. Et tu es aussi doctorante de l'Université de Caen sur le sujet de l'effectivité du droit européen. Voilà notre panel d'experts aujourd'hui. Je vais également vous donner le cadre de ce procès et puis vous poser l'historique et pourquoi aujourd'hui nous sommes devant ce panel et cette cour. Le procès fictif devant la Cour pénale internationale aujourd'hui traite d'un génocide dans la Republika Ordo. Nous avons aujourd'hui l'accusé, le général Draganov, que Benoît incarnera. Le général Draganov est accusé d'avoir organisé l'extermination systémique, à répétition, d'une minorité ethnique qui s'appelle les Kalariens. Le script interroge donc la justice pénale internationale et la mémoire des crimes de masse, tout en s'appuyant sur des articles de la Convention internationale pertinente. Ce cadre va nous permettre, évidemment, de comprendre l'identification d'un génocide et le processus juridique autour de ces questions internationales. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ça ? Ça va ? Alors, pour continuer dans les éléments, je reviendrai un petit peu en arrière pour les connexions. Je vais vous donner quelques éléments principaux du procès. L'instance dans laquelle on se trouve aujourd'hui est donc, vous l'avez bien compris, la Cour pénale internationale. Les accusations portent sur l'organisation de l'extermination d'une minorité ethnique, et on se rappelle qu'ils se nomment les Kalariens. C'est un conflit qui oppose la Republika Ordo et la République de Nyara. Ça va jusque-là ? C'est bon pour tout le monde ? Le lieu du conflit se passe au sein de la Republika Ordo. Les victimes sont la minorité des Kalariens et les jurés, c'est vous, le public. OK ? Les protagonistes, nous avons donc un juge principal qui est le président de la Cour pénale internationale et qui va être garant de l'impartialité du procès. Donc, s'assurer que toutes les décisions seront prises en toute objectivité au regard du droit. Notre juge sera Fiona Schnell. Nous avons également un procureur dont le rôle est de représenter le bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Et donc, finalement, représenter le droit et le cadre international qui sera présenté par Madame Florence Hartmann.
Nous avons ensuite un avocat de la défense, donc défenseur du général Viktor Draganov, monsieur Jean-Michel Gueux, dont le rôle sera de défendre son client et de démontrer que non, il n'est pas coupable. Et enfin, nous avons un témoin, donc nous avons bien sûr notre accusé, général Draganov, et nous avons notre témoin, docteur Amira Kael, survivante, et médecin et témoin des événements, qui nous fera part de son vécu et de ses traumatismes. Ça va pour les protagonistes? Très bien. Avant de commencer, je vais vous demander de vous connecter très rapidement à la plateforme qui va vous permettre de suivre le procès et d'interagir. Vous avez juste à flasher le QR code et de toute manière, les codes resteront affichés tout au long de la séance en haut du diaporama. Donc vous voyez, en haut, il y a un petit bandeau « Allez sur menti.com et rentrez le code 310 423 ». Ça sera toujours le même chemin de connexion. Eh bien, sans plus attendre, nous allons commencer notre procès qui est divisé en 3 actes et où chacun amènera son point de vue, son expertise et surtout nous donnera sa version des faits. Suivez bien ce que chacun dira. Soyez dans la réflexion de chaque mot qui sera utilisé, de chaque émotion qui vous sera partagée pour vous aider à la fin à prendre cette décision d'ici 1h30. Nous commençons sans plus attendre l'acte 1, accusation. Mesdames et messieurs, membres du jury, bienvenue. Vous êtes rassemblés aujourd'hui ici ensemble pour juger, tous ensemble, prendre une décision quant à l'examination des charges qui pèsent contre monsieur le général Draganov, si présent, et en particulier examiner l'accusation de génocide dont il fait l'objet en vertu de l'article 6 du statut de Rome. Procureur, veuillez présenter les charges, s'il vous plaît. Votre Honneur, le prévenu, ici présent, est accusé d'avoir ordonné et exécuté un plan d'extermination des Corvans, une minorité ethnique de la République de Nyara, causant la mort de plus de 150 000 victimes civiles. Général Draganov, comment plaidez-vous face à ces accusations de génocide? Non coupable. Les Corvans soutenaient des rebelles armés et mes actions étaient légitimes et nécessaires pour protéger notre nation. Que ce soit clair, il n'y a jamais eu d'intention d'extermination. Votre Honneur, je vais présenter un témoin de l'accusation, docteur Amira Kael. Vous avez été témoin des événements qui se sont déroulés dans les camps Corvans. Non seulement témoin, mais vous avez vous-même été victime. Vous êtes donc un témoin direct. Vous êtes également médecin, donc vous avez été en contact avec les autres personnes ciblées par le plan d'extermination du général Draganov. Pouvez-vous nous décrire ce que vous avez vu de première main? J'ai toujours ces images-là ancrées dans ma tête. J'ai vu les soldats de l'armée Draganov entrer dans nos villages, rassembler nos hommes, nos femmes et nos enfants pour les assassiner sommairement.
Ils n'étaient pas des combattants, ils étaient des civils. Poursuivons et n'hésitez pas à nous demander un moment de répit si vous avez besoin. Ces victimes avaient-elles des armes ou avaient-elles des liens que vous connaîtriez avec les groupes rebelles? Absolument pas. Ils étaient sans défense. Des familles entières ont été assassinées. Ce n'était aucunement une réponse militaire légitime. C'était un massacre. Donc, afin de comprendre ce qui vient de se passer, j'invite Fiona Schnell à nous donner une définition juridique des crimes internationaux. Merci beaucoup Maxime, merci à tous. Donc vous venez de voir un premier acte d'un procès qui est la lecture de l'acte d'accusation et le premier témoignage. C'est un moment clé dans le procès puisque c'est un temps où les charges qui pèsent contre l'accusé sont présentées. Alors, pour le bien fondé aussi de notre exercice, nous avons réduit ces charges simplement à la charge de génocide, mais vous imaginez bien que dans un procès normal devant la Cour pénale internationale, les charges sont très détaillées. C'est-à-dire que vous allez avoir les différents actes qui sont reprochés à la personne. Donc là, vous avez eu ce premier temps, et le deuxième qui est l'interrogatoire, enfin les questionnements qui sont menés par les témoins, en l'occurrence là, ce témoignage d'une victime directe. C'est très important du conflit. Direct, c'est-à-dire qu'elle a été en lien direct avec ce qui s'est passé. Et ce n'est pas des informations qu'elle a récupérées par d'autres personnes. Elle a elle-même vu les conséquences. Donc là, vous avez finalement fait un premier pas dans un procès pour génocide devant la Cour pénale internationale. Mais on va revenir un tout petit peu en arrière pour discuter un petit peu de ce que c'est que le génocide. Parce qu'effectivement, on en parle beaucoup aujourd'hui dans les médias, bien sûr, mais on l'explique rarement. Et le but également de cet atelier avec vous aujourd'hui, c'est de discuter un peu de cette définition, de vous donner une première approche. On va essayer de la faire la moins technique possible, la plus adaptée, mais on va quand même essayer de faire en sorte que ce soit la plus complète possible. Donc, le droit international qui est pénal, donc il se différencie du droit pénal national, puisqu'il est basé sur des conventions internationales. Donc ça, c'est la première règle de définition. Et donc, ce sont des conventions internationales qui vont régir ce droit. Les conventions internationales, ce sont des accords entre les États qui vont marquer des réglementations qui seront applicables soit à tous les membres de ces États, citoyens de ces États, ou sur le territoire de ces États, ou alors parfois des règles universelles. C'est-à-dire des règles qui transcendent finalement le fait d'être d'accord ou pas, qu'un État soit d'accord ou pas, mais des règles qui peuvent s'appliquer à tous, tout simplement parce que nous vivons en société et que ce sont des règles propres à l'humanité, tout simplement. Donc voilà pour vous donner un petit peu le contexte de ce droit international dont on vous parle beaucoup, mais finalement on revient rarement dessus, et en particulier sur le droit pénal international. Alors pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, vous voyez que dans nos faits, on a une situation un peu particulière, parce que vous avez deux États qui sont rentrés en conflit, et l'un des États s'en prend finalement, visiblement, d'après l'acte d'accusation, à une minorité. Donc là, vous avez une première différenciation à faire dans le droit pénal international qui découle également du droit humanitaire, le droit qui s'applique en temps de conflit armé, parce que là, nous sommes dans un cadre de conflit armé et pas dans un cadre du droit national applicable en tout temps et également en temps de paix. Dans ce cadre-là, il y a une différenciation qui est cruciale. C'est celle qui est faite entre un cadre d'un conflit armé international entre deux États ou le cadre d'un conflit non international. Donc conflit armé non international. C'est quoi la différence? Le premier, le conflit armé international, deux États. Le deuxième, le conflit armé non international, c'est soit un État et un groupe armé, donc il n'est pas représentant d'un État,
soit deux groupes armés l'un contre l'autre. Donc déjà, il y a une différenciation qui est importante ici. Pourquoi je vous parle de tout ça? Tout simplement parce que dans le cadre d'un conflit armé international s'applique tout un cadre juridique très particulier qui découle de ce que vous avez déjà peut-être entendu, les conventions de Genève. Ces conventions de Genève vont s'appliquer dans ce cadre-là et sont relativement importantes. Si au prisme du droit de la guerre, le cadre juridique est assez important en matière de conflit entre deux États. Néanmoins, lorsque le conflit oppose un État à un groupe armé, qui n'est pas constitué en État, là, le cadre juridique, d'un coup, s'amenuise totalement. Et donc, vous allez avoir l'application simplement d'un protocole additionnel aux conventions de Genève, qui est très réducteur et qui ne va pas finalement englober un nombre important d'actions. Vous allez néanmoins avoir une règle importante des conventions de Genève qui va s'appliquer, c'est une règle du principe d'humanité qui découle d'un article en particulier des conventions de Genève, l'article 3. Et ce principe d'humanité, c'est le respect finalement de l'humain. C'est-à-dire que lorsqu'on est en temps de conflit armé, même s'il y a des nécessités de guerre, même s'il y a des objectifs militaires, on se doit de respecter l'humain. Donc ça, de cela, bien sûr, vous imaginez bien, en découlent différentes réglementations. Je vais vous donner un exemple. Entre la différenciation entre la réglementation en temps de conflit armé international et non international, par exemple les prisonniers de guerre. Les prisonniers de guerre, en temps de conflits internationaux, sont protégés. Ils ont une protection, ils ont droit d'être incarcérés dans des établissements qui respectent leurs droits fondamentaux, ils ont droit d'être nourris, d'être soignés, ils ont différents droits qui s'accordent à cela. Ils ont le droit de travailler, par exemple. Alors qu'en temps de conflit armé non international, ils ne peuvent pas bénéficier de ce statut. Donc vous imaginez bien que d'être un prisonnier de guerre, donc statut qui n'existe pas finalement, mais dans le cadre d'un conflit entre un État et un groupe armé, bien sûr, vous avez beaucoup moins de droits, donc vous pouvez être incarcéré, parfois de manière arbitraire, etc. Donc ça peut en découler différents risques, bien sûr, pour votre vie et bien au-delà. Donc, première différenciation qui est très importante. Ensuite, rentrons un peu dans le vif du sujet de la Cour pénale internationale. Elle a été créée par le statut de Rome en 1998. C'est une cour qui a été développée à la suite de tout un processus de la construction des tribunaux internationaux. Je ne reviens pas dessus, on vous en parlera, j'imagine, un petit peu. Mais donc cette Cour pénale internationale a été créée pour juger de différents crimes issus du droit pénal international. Ces différents crimes, vous les connaissez, vous en avez entendu parler. Vous avez le crime contre l'humanité, vous avez le crime d'agression, vous avez le crime de guerre et vous avez le génocide. Donc ces différents crimes, finalement, même s'ils paraissent peu nombreux, ils sont importants pour notre humanité et c'est pourquoi les États ont considéré que c'était nécessaire d'avoir un tribunal international qui soit finalement au-dessus des États pour pouvoir juger de ces crimes. Et enfin, je finirai par ces éléments. Qu'est-ce que sont ces différents crimes? Le crime d'agression, c'est lorsqu'un État va agresser un autre État. Voilà, je vous prends un exemple très simple. L'Irak, où vous avez finalement une forme d'agression armée sur son territoire par un État étranger, une coalition internationale en l'occurrence, et qui va agresser finalement un autre État et remettre en question son droit d'indépendance. Le crime d'agression est un crime qui est très peu mis en évidence devant la Cour pénale internationale, mais néanmoins, il existe tout de même et il a sa réalité. Ensuite, le crime de guerre. Le crime de guerre, comme son nom l'indique, dans les conflits armés, vous avez des réglementations. On a le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça. Par exemple, on n'a pas le droit de bombarder un hôpital. Néanmoins, on a le droit de considérer que s'il y a un objectif militaire important à un endroit, les pertes civiles peuvent être considérées comme des dommages collatéraux, par exemple.
Néanmoins, tout ça découle de certaines réglementations. Quand on rentrera plus dans le procès, vous vous rendrez compte qu'il y a des nuances et que ce droit de la guerre, bien sûr, n'est pas manichéen. Il n'est pas blanc ou noir, il peut être très nuancé. Lorsqu'il y a des règles qui ne sont pas respectées dans le cadre du droit de la guerre, la Cour pénale internationale peut être saisie sur ce fondement. Et enfin, la dernière différenciation, c'est entre le crime contre l'humanité et le crime de génocide. C'est très important cette différence. Le crime contre l'humanité, c'est le fait de s'en prendre de façon systématique à toute une population. Et de remettre en question les principes d'humanité en massacrant, en tuant les populations. Et là, vous allez voir la différence avec le génocide, c'est que le génocide, il faut qu'il y ait une intention de détruire tout ou partie d'un groupe particulier de cette population, soit basé sur son ethnie, sur sa religion, etc., etc. Donc, c'est cette intention de détruire une partie de ce groupe qui se différencie sur des critères bien spécifiques qui définissent vraiment le génocide par rapport au crime contre l'humanité. Et cette définition, elle est très importante, cette différenciation, elle est essentielle. D'accord ? Enfin, je vous ai parlé du droit international, finalement, depuis tout à l'heure. Je vous parle peu du droit national, parce qu'il existe également ces réglementations qui ont été transposées dans le droit national. Alors, on est en France, je vais vous citer l'exemple du droit français. Le crime de génocide existe dans le droit pénal national. D'accord ? Néanmoins, cette définition, elle découle finalement des définitions internationales qui dépendent d'une convention contre la prévention du crime de génocide, etc. Donc cette définition, on la retrouve. Donc le droit international pénal et le droit national sont très proches dans leur application, finalement, dans leur conception. La différence entre les deux, c'est l'appréciation par le juge qui peut être finalement plus limitée en droit national. Parce que vous savez que le droit, il résulte de conventions, il résulte de lois. Le Code civil, vous avez tous entendu parler du Code civil. Ce sont des lois qui sont écrites, etc., qui sont développées par le législateur. Et donc, ces règles sont, finalement, peuvent sembler très figées. Mais elles font l'objet d'une interprétation par le juge. Cette interprétation par le juge, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence. Et cette jurisprudence, elle va donner une définition, une coloration, finalement, au droit qui est écrit. Et cette coloration en droit français, elle est un peu particulière pour le génocide, puisque les critères d'intention, dont je vous parlais, on revient un peu en arrière, l'intention de détruire tout ou partie d'un groupe ethnique, religieux, etc., cette intention, elle est vue en droit français de façon un petit peu plus restreinte qu'en droit international. Mais pourquoi ? Parce qu'en droit français, on pourrait avoir l'impression qu'en droit français, on a une conception plus étroite du crime de génocide. Mais c'est contrebalancé par une compétence universelle. La France considère, dans sa législation, qu'en matière de crime de génocide, elle a une compétence universelle, c'est-à-dire qu'elle peut agir dans ses tribunaux sur des faits d'accusation de génocide qui ont eu lieu ailleurs, pas en France, avec des personnes qui ne sont pas des Français, par exemple, pour vous expliquer très brièvement la compétence universelle. Donc voilà, cette conception, elle est finalement contrebalancée, mais elle est importante à noter, et c'est pour ça que parfois, vous pouvez entendre que le droit international, oui, mais le génocide, la conception du génocide en droit international n'est pas forcément la même qu'en droit français interne. Donc voilà un petit peu pour revenir sur la définition et l'historique de ce que c'est qu'un génocide et la différenciation avec les autres crimes. Bien sûr, on aura des questions et je vais vous laisser faire le suivi aussi du procès. Vous vous rendrez compte qu'il y aura des nuances qui ressortiront. Et bien sûr, s'il y a des éléments plus techniques sur lesquels vous voulez qu'on revienne, aussi sur les faits qui seront présentés, il n'y a aucun problème. Vous n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez. Merci beaucoup. Merci beaucoup Fiona pour ce point de vue et ces éclairages qui vont donc nous permettre, chers jurés, de prendre nos premières décisions. Donc on va pouvoir reprendre nos téléphones pour être connectés sur la plateforme sur laquelle vous avez flashé le QR code tout à l'heure. La première question qui vous est posée en tant que juré, le
Lequel des intitulés ne permet pas de qualifier un acte de génocide? Est-ce le meurtre de membres du groupe? Donc, pour rappel, le groupe, ce que Fiona vient de nous expliquer, un groupe tel que défini au regard du droit, soit un groupe ethnique, religieux, un groupe basé sur ses origines, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, intention de tuer des civils, transfert forcé d'enfants du groupe vers un autre groupe. Je vous laisse quelques instants pour répondre. Encore une fois, répondez avec votre intuition, répondez avec la compréhension que vous avez eue de notre premier acte, des témoignages, des prises de parole, de la mise en contexte juridique. Alors, est-ce que tout le monde, ou quasiment tout le monde, a réussi à répondre, ou au moins porter une réflexion? C'est bon? Ça fonctionne bien? Parenthèse, si vous avez du mal avec la plateforme à vous connecter, n'hésitez pas à faire signe à notre équipe qui est au fond, ils viendront vous aider sans problème. La réponse à cette question, finalement, ce qui ne nous permet pas de considérer un acte comme génocide, sera la question de l'intention de tuer des civils. Ceci n'est pas un critère de reconnaissance. Pourquoi? Parce que l'intention doit s'inscrire dans une volonté beaucoup plus large, détruire un groupe protégé, donc encore une fois, national, ethnique, religieux, ou tout en partie en raison de leur appartenance à une des 10 catégories. Donc finalement, pour reconnaître l'intention, en fait, on doit avoir une accumulation des autres critères qui, là, nous permettra de clarifier l'intention. Fiona, est-ce que tu peux nous apporter un détail, s'il te plaît? Oui, très rapidement, parce que c'est très intéressant les résultats qui ressortent. Et puis pour expliquer un peu le contexte du transfert forcé d'enfants. Le transfert forcé d'enfants, pourquoi est-ce qu'il est constitutif en partie d'un acte de génocide? Parce que lorsqu'on transfère un enfant dans un autre groupe, on le coupe de sa culture, on le coupe de son ethnie, on le coupe de sa langue, on le coupe de sa famille. Et donc, dans ce cadre-là, on reformate un individu. Et en reformatant un individu, on lui fait quitter finalement sa culture d'origine. Et en faisant ça, si vous le faites de façon massive, finalement, c'est la culture d'origine qui se voit annihilée et donc détruite. Et donc, par ce biais-là, vous réussissez finalement à détruire tout ou partie d'un groupe ethnique, religieux ou national. Donc, c'est vrai que le transfert d'enfants, c'est quelque chose qui est très particulier. On pourra citer des exemples aussi très contemporains de transfert d'enfants sur certains conflits armés actuels. Mais c'est vrai que c'est un point, un marqueur vraiment important sur la volonté de détruire une culture et de détruire un groupe particulier. Merci Fiona pour cet éclairage. J'ai une deuxième question pour vous avant de passer au deuxième acte, et une deuxième question qui va vous permettre de donner un avis plus tranché sur une question et qui pourra être suivie d'une ou deux questions de la part de certains membres du jury. Selon vous, peut-on dire qu'agir pour protéger la sécurité du pays peut réduire la culpabilité d'une personne accusée d'avoir mené des actes de génocide? Finalement, aussi ce que notre général Draganov nous a mis en exergue lors de ses prises de parole. Selon vous, oui? Est-ce une justification ou non? Encore une fois, toutes les décisions que vous prendrez au début du procès ne sont pas forcément les décisions que vous prendrez à la suite, puisqu'il nous manque des éléments aussi de compréhension et des témoignages. Pendant que certains d'entre vous donnent les réponses, est-ce que certaines
voudraient nous expliquer leur point de vue, encore une fois, pas de bonne ou de mauvaise réponse, avec vos mots à vous. Nous sommes jurés, nous ne sommes pas des experts. Ou alors peut-être une question à poser à notre panel avant l'avancée du procès. Oui. Alors on va t'apporter un micro, comme ça on pourra bien t'entendre. Non, c'était juste pour dire, donc, nous, on a voté non, mais c'est parce que dans tous les cas, c'est des victimes civiles, c'est pas des militaires. Et donc, un civil ne menace pas la sécurité d'un État à lui tout seul. Donc, ça peut pas réduire la culpabilité de la personne qui est accusée. Très bien, je te remercie de nous avoir partagé ton opinion, qui peut être aussi gardée en tête auprès des autres jurés. Est-ce qu'il y a une deuxième opinion, peut-être quelqu'un qui aurait répondu oui et qui aurait un peut-être aider à répondre d'une manière complètement détournée. Si vous avez une Ferrari, vous pouvez monter à 300 ou plus, hein, j'y connais rien, j'en ai pas. Mais on ne peut pas conduire sans code de la route. Et dans la guerre, c'est un peu la même chose. On a le droit de faire la guerre parce que tout État a le droit de se défendre, ou tout groupe qui est attaqué a le droit de se défendre. Mais on n'a pas le droit, en dépit de ce qu'on peut entendre à la télévision en ce moment régulièrement, on n'a pas le droit de se défendre n'importe comment. C'est comme toutes les libertés ou tous les droits, il faut aménager des droits qui peuvent être à un moment contradictoires. Donc pour se défendre, on a le droit de tirer. Parfois, c'est vrai que les cibles légitimes qui sont des personnes armées ou... peuvent être mélangés à une population qui est protégée, comme des civils, mais dans ce cas-là, il faut faire et démontrer, pas simplement faire ou dire, faire et démontrer qu'on a évité au maximum ce qu'on appelle, avec ce terme horrible, qui vous choque tout autant que nous, des dommages collatéraux. Donc c'est vraiment l'idée, pour essayer de comprendre, c'est de la grosse voiture et du code de la route. On ne peut pas rouler des mécaniques dans sa Ferrari. Il faut rouler à 130 sur le... Voilà. Donc, il n'y a pas de justification de cette manière-là. Et par rapport un militaire qui est au repos chez lui, rentré de 3 jours ou 15 jours sur une ligne de front, n'est plus un militaire. Il y a plein de lieux de tension ou de conflit où les gens peuvent avoir des armes chez eux, ça ne veut pas dire qu'ils les portent. Un enfant, théoriquement, est une population protégée civile, mais il y a beaucoup de conflits qui, justement, arment les enfants. Donc, les distinctions, c'est à un moment donné aussi, et de toute façon... Il faut faire, la volonté de protéger l'État, de se défendre, comme on le dit, prévaut, elle n'empêche pas qu'il faut faire le maximum et donc réduire au maximum et démontrer qu'on réduit au maximum le nombre de victimes civiles. Merci beaucoup, Madame Hartmann, pour cette précision qui nous permet donc d'avancer dans notre procès. Chers jurés, nous passons à l'acte 2 qui portera sur la défense et l'intention génocidaire, et c'est l'avocat de la défense qui introduit les propos. Général Draganov, pouvez-vous expliquer au tribunal les circonstances dans lesquelles ces opérations militaires ont eu lieu? Les Corvans abritaient des rebelles, et ces rebelles attaquaient nos forces. Chaque opération était conçue pour neutraliser cette menace. Mais nous n'avons jamais ciblé des civils délibérément. Jamais. Que répondez-vous aux témoignages affirmant que vos soldats avaient des listes de civils Corvans à exécuter? Alors, ces listes étaient pour identifier des rebelles cachés. Il y a eu des erreurs, c'est vrai, c'est navrant. Mais ces pertes civiles n'ont jamais été notre objectif.
Ces erreurs ont été beaucoup trop systématiques pour être accidentelles. C'était une extermination planifiée. Ce n'était pas une simple bavure. Et les médias ont bien montré les horreurs commises par l'armée de Draganov dans nos villages. Général Draganov, selon l'article 3 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, vous êtes accusé d'avoir organisé une campagne systématique d'assassinat visant précisément des populations civiles. Que répondez-vous à cela ? Ces accusations sont fausses. Je n'ai jamais donné d'ordre d'extermination, je vous l'ai dit. Mon objectif était de protéger la République de Niara. Docteur Kael, pouvez-vous vraiment affirmer que les ordres venaient directement de mon client ? Contrairement à votre client, je ne profère pas de mensonges. Je ne peux affirmer de qui venaient réellement les ordres. Tout ce que je peux vous assurer, c'est que les soldats étaient méthodiques dans leurs interventions. Ils étaient bien préparés. Et cela venait nécessairement de la hiérarchie militaire. Général Draganov, en tant que chef militaire, quelle était votre responsabilité, non seulement dans la prévention de la guerre, mais aussi dans la construction de la paix après le conflit? Comment avez-vous envisagé tout ça? La paix ne peut pas être construite sur la faiblesse. Vous le savez très bien, la seule façon de garantir une paix durable est d'éliminer la menace rebelle. Les Corvans, qui collaboraient avec les insurgés, représentaient cette menace. Comment osez-vous parler de paix ? La paix ne peut venir que par la justice et la réconciliation. Aucune paix n'est possible après un tel carnage. Vous avez semé la terreur, vous avez tout gâché. Donc, nous allons laisser maintenant la parole à Jean-Michel Gueux afin de nous apporter un éclairage sur les enjeux mémoriels de la construction de la paix. Je vous remercie. Plus globalement, je voudrais réfléchir avec vous à cette question. À quel moment dans notre histoire, je suis historien, donc je vais essayer d'apporter un peu de temps long, à quel moment dans l'histoire la guerre a-t-elle été finalement considérée comme un crime, qu'on a considéré que la guerre pouvait être empêchée par le droit et que finalement même la guerre pouvait être proscrite, interdite à l'échelle de l'humanité. Ce qu'il faut essayer de voir, c'est que la guerre a été longtemps perçue comme un malheur des temps, comme un fléau assez terrible, mais finalement un fléau qui ne pouvait pas être vaincu. Par exemple, un manuel d'histoire militaire de la fin du XIXe siècle écrivait que la guerre est aussi ancienne que le monde et durera probablement autant que lui. Donc la guerre serait en quelque sorte dans la nature humaine. Et il serait difficile de la bannir de l'humanité. Devant évidemment la violence croissante des combats, on pense aux guerres de plus en plus dramatiques du 19e et 20e siècle, on a essayé donc de réglementer la guerre, c'est-à-dire de définir ce qui était possible de faire, ce qui était interdit de faire une fois que la guerre avait commencé. Et donc on a essayé de codifier les lois de la guerre. On en a parlé tout à l'heure, comment protéger les blessés, les prisonniers, etc. Et on a évoqué toutes les conventions de Genève ou de La Haye. Alors évidemment, petite parenthèse, cette codification du droit de la guerre concernait des conflits entre Européens, puisque hors du monde européen, ces règles ne s'appliquaient pas. Je citerai un officier britannique aux Indes qui disait que finalement le droit de la guerre ne s'appliquait pas aux tribus sauvages qui ne se conforment pas aux règles de la guerre civilisée.
Donc, dans cette approche qui vise à civiliser, à humaniser la guerre, est-ce que finalement, ça ne revient pas à perpétuer la guerre, puisqu'on la rend plus humaine? C'est ce que pensait le premier prix Nobel de la paix, un Français, Frédéric Passy, qui disait « On n'humanise pas le carnage, on le condamne parce qu'on s'humanise ». Et donc, la condamnation de la guerre, c'est la grande affaire du XVIIIe siècle, du XIXe siècle. Je pense que vous avez tous entendu parler du mouvement des Lumières, des encyclopédistes. Dans l'encyclopédie de Diderot, on dit que la guerre est un fruit de la dépravation des hommes. C'est une maladie convulsive et violente du corps politique. On condamne la guerre. On peut citer aussi, par exemple, Victor Hugo, qui disait à la fin du XIXe siècle « La paix est la vertu de la civilisation. La guerre en est le crime. Non, la gloire sanglante n'existe pas. Déshonorons la guerre. » Et donc c'est à cette époque, dernier tiers du XIXe siècle, que va se développer un parti de la paix, comme il se désigne lui-même, c'est-à-dire des citoyens qui vont défendre la paix et tâcher en quelque sorte de travailler à l'abolition de la guerre, à supprimer la guerre. Alors évidemment, ce mouvement est né surtout en Europe, aux États-Unis d'Amérique, et il a groupé au départ un nombre assez restreint d'individus, mais il a eu tendance à devenir de plus en plus important, notamment en France, à la fin du XIXe siècle. On a beaucoup de secteurs de l'opinion qui sont sensibles à cette question de la guerre et de la paix, à la fois dans les milieux qui soutiennent les droits de l'homme, dans les milieux parlementaires, dans les milieux intellectuels, chez les socialistes, dans beaucoup de milieux religieux protestants, voire catholiques. Et donc, les hommes d'État, les diplomates ont été obligés de plus en plus de prendre conscience de ce courant d'opinion. Et donc, comment ces partisans de la paix voyaient-ils le moyen de régler ce problème de la guerre? En gros, et je vais faire rapidement, ils ont imaginé 3 grandes solutions. D'abord, d'établir des procédures, des institutions qui permettaient le règlement juridictionnel des conflits internationaux. Des tribunaux pour, je dirais, trancher les querelles entre les États. Donc, l'idée d'une justice internationale. Deuxième idée, c'était carrément d'empêcher et d'interdire le recours à la guerre, c'est-à-dire de mettre la guerre hors la loi. La guerre n'a rien à voir dans notre droit international. Et puis, dernière tendance que l'on évoque beaucoup ce matin, c'est l'idée de pénaliser l'agression, les agresseurs, et donc c'est tout la mise en place de ce droit pénal international. Et donc, vous voyez que l'on a, à partir vraiment de la fin du XIXe siècle, considéré que le droit était la méthode la plus capable de trouver des solutions à ce problème de la guerre. Et notamment la technique qui a été privilégiée à la fin du XIXe siècle, c'est ce qu'on appelle l'arbitrage international. C'est-à-dire régler les conflits entre États, imaginez un différend entre, je ne sais pas, la France et l'Allemagne, eh bien, le régler par des juges que les États auraient choisis eux-mêmes et sur la base du respect du droit. Et donc ça, c'est ce qui est au cœur de 2 grandes conférences internationales à la fin du XIXe siècle, des conférences diplomatiques, les conférences de La Haye en 1899 et 1907, qui regroupent 44 États en 1907, c'est-à-dire quasiment tous les États qui sont, je dirais, en dehors des nations colonisées. Donc c'est très important. Et de ces conférences va naître la première institution judiciaire, qui est une cour permanente d'arbitrage, qui est née donc en 1899, qui va siéger à La Haye et qui va faire en quelque sorte de La Haye la capitale de la justice internationale que l'on connaît aujourd'hui. Évidemment, ces méthodes juridiques de règlement des conflits n'ont pas donné toute satisfaction, on n'aurait pas eu 2 guerres mondiales, et finalement, cette procédure n'a pas été menée jusqu'à son terme, notamment l'arbitrage est resté facultatif. Les États pouvaient recourir à l'arbitrage ou pas. Mais cette idée de l'arbitrage international, elle a été évoquée en 1914, au moment du déclenchement de la Première Guerre mondiale, notamment la Serbie
puisqu'elle était incriminée, eh bien, demandait de recourir à ce tribunal, mais ça n'a pas été le cas. Et l'extrême violence de ce premier conflit mondial va contraindre une partie des belligérants, des États neutres, à s'interroger sur la manière dont on pourrait perfectionner ce système international. Et c'est ainsi que va naître, en 1919, la Société des Nations, qui est la première organisation internationale à compétence générale. Cette Société des Nations, finalement, elle oblige les États membres à recourir à des procédures pacifiques pour éviter le conflit entre elles, mais elle n'interdit pas fondamentalement la guerre si finalement les États n'ont pas réussi à trouver une solution pacifique. Et surtout, la Société des Nations va mettre en œuvre un tribunal. C'est la naissance par son article 14 du Pacte de ces Nations, c'est le développement donc d'une Cour permanente de justice internationale qui préfigure très largement la Cour de justice internationale de l'ONU. Et donc, dans ce climat de 1900, des années 20, on va dire, on est vraiment dans l'idée que l'humanité s'achève vers un plus grand recours aux méthodes juridiques pour faire la paix. Je citerai par exemple Aristide Briand, qui est le grand ministre français des Affaires étrangères et qui, dit en 1926, au moment où l'Allemagne entre à la Société des Nations, et donc il y a cette idée de réconciliation entre la France et l'Allemagne, il dit plus de guerre, plus de solutions brutales et sanglantes à nos différends, c'est le juge qui dira le droit, comme les individus qui s'en vont régler leurs difficultés devant le magistrat, nous aussi, nous réglerons les nôtres par des procédures pacifiques. L'idée vraiment très présente à l'époque, c'est de transposer l'idée de la justice dans l'ordre interne sur le plan international. On a civilisé les individus en créant des tribunaux et des gendarmes pour appliquer la loi. Eh bien, civilisons les États pour, en quelque sorte, les obliger à maintenir donc, des relations pacifiques entre eux. Alors, j'accélère peut-être un peu, mais je dirais donc au niveau de la deuxième méthode, celle de prohiber la guerre. Eh bien, cette idée d'interdire la guerre du droit international, c'est une idée qui vient de l'après-Première Guerre mondiale, des années 20, qui vient notamment des États-Unis, et qui a abouti à un pacte dont on a un peu oublié le nom aujourd'hui, mais qui a été très important à l'époque, qui est le pacte Briand-Kellogg. Briand le français, Kellogg le secrétaire d'État américain, signé en 1928. Ce pacte a été le traité le plus ratifié de l'entre-deux-guerres. Il y a eu 63 États qui ont adhéré à ce pacte, qui disait quoi ? Eh bien que les États condamnaient le recours à la guerre pour le règlement des conflits internationaux et qu'ils y renonçaient en tant qu'instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles. Donc la guerre est désormais illégale, interdite. Et cette idée-là, on la retrouve dans la Charte des Nations Unies, qui dispose vraiment que les États doivent s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec le but des Nations Unies. Je cite la Charte. Donc l'illégalité de la guerre est une nouvelle fois proclamée. Évidemment, on peut dire tout ça, ce sont des verbes et ça n'a pas abouti. Notons quand même que depuis 1945, on a eu une véritable baisse du nombre de conflits interétatiques. Bon, depuis 2023, finalement, on a battu un peu le nombre de conflits armés depuis 1946. C'est le chiffre le plus élevé depuis 1946. Mais il faut bien comprendre que dans toute la deuxième moitié du XXe siècle, il y avait eu vraiment une décroissance de la guerre d'agression et de la guerre interétatique, au profit d'autres formes de conflictualité. Et donc, pour terminer, je parlerai de cette troisième méthode qui est au cœur de ce que l'on dit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à la fin de la guerre, et notamment dès la Première Guerre mondiale, on a l'idée qu'on va pénaliser l'agression, qu'on va punir les agresseurs, et ça vient dès la fin de la Première Guerre mondiale, où on a l'idée de traduire en procès le Kaiser Guillaume II, le chef de l'Allemagne impériale,
pour l'avoir un peu accusé d'avoir déclenché la guerre de manière très imprudente et surtout aussi d'avoir violé le droit international, notamment en agressant la Belgique, qui était un État neutre. Donc on a voulu mettre en place cette justice pénale internationale avec un succès quand même assez limité, puisque le Kaiser s'est enfui aux Pays-Bas et n'a pas été traduit en justice, mais certains dirigeants, comment dirais-je, militaires allemands ont, eux, été traduits devant des chambres de justice en Allemagne, c'est les procès de Leipzig. Et puis, vous savez évidemment qu'en 1945-46, c'est les fameux procès de Nuremberg qui vont amener à l'idée que l'on pourrait développer cette justice pénale internationale, mais finalement, la guerre froide va un peu empêcher les progrès de cette justice pénale internationale qui n'apparaît finalement que dans les années 90, et on en parlait tout à l'heure avec les tribunaux spéciaux pour l'ex-Yougoslavie ou pour le Rwanda, avant d'arriver au statut de Rome, donc qui nous rassemble ce matin. Merci beaucoup Jean-Michel Guieux, qui nous permet donc de pouvoir aussi, nous, chers membres du jury, d'arriver sur nos deuxièmes parties de réflexion, où là, j'attire votre attention sur la question suivante. Dans quelle mesure pensez-vous que les erreurs commises en temps de guerre peuvent justifier des crimes selon ces situations suivantes? Vous allez donner donc une graduation de 1 à 5, 1 étant absolument pas justifiable, 5 étant tout à fait justifiable. Sur la question donc de l'erreur de ciblage d'un lieu civil d'une attaque aérienne, l'utilisation d'armes interdites par le droit international, comme par exemple des armes chimiques, le non-respect des règles sur les prisonniers de guerre, comme par exemple des mauvais traitements, souvenez-vous, on l'a évoqué lors du premier acte, et la question des attaques contre un groupe spécifique malgré la présence de civils innocents dans la zone, question à laquelle nous avons eu aussi une réponse tout à l'heure. Et nous pourrons peut-être, à la suite de vos réponses, inviter notre panel d'experts à peut-être commenter et clarifier certains points pour nos jurés et les aider dans l'avancée de leur délibération. Les erreurs de ciblage. Oui, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'on peut... C'est bon, merci. Donc évidemment, cette liste est une liste non exhaustive, mais nous permet de pouvoir travailler, construire notre réflexion et notre décision à base d'exemples concrets. Cher expert, souhaitez-vous donner un point de vue, une remarque ? Évidemment, en tant qu'expert et non en tant que représentant de ce procès. Donc si on comprend bien, parce qu'on est en train de se reposer la question, c'est que si on comprend bien, pour vous, l'erreur de ciblage, par exemple, dans un lieu civil, peut être justifiée en temps de guerre. C'est bien ça ? C'est les résultats qui font... Finalement, vous êtes face à la moyenne. Ouais, de l'ensemble des réponses. Oui, voilà. Non, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, entre les quatre, l'erreur de ciblage d'un lieu civil lors d'une attaque aérienne, il dépend de données techniques. C'est-à-dire que forcément, lorsque vous faites un largage de bombe à 3 km au-dessus du sol, avec un missile air-sol, le ciblage est pas facile et c'est possible de finalement toucher le bâtiment d'à côté alors que vous avez ciblé le bâtiment qui était votre objectif militaire. Donc effectivement, l'erreur de ciblage est une cause qui est souvent arguée comme une justification à un crime de guerre.
C'est quelque chose d'ailleurs que vous retrouvez dans de nombreux conflits dans des dernières années. Hein. C'est un point qui a été beaucoup justifié, et même également dans les médias, qui est directement, pas seulement devant les cours, hein, mais même dans les médias, qui est beaucoup mis en avant par les États. Cela dit, dans les autres, effectivement, l'utilisation d'armes interdites, c'est beaucoup plus difficile à justifier, parce que forcément, lorsque vous sortez ou que vous produisez certaines armes qui sont interdites, c'est difficile de justifier une forme d'erreur, hein, parce qu'il y a quand même un caractère volontaire. Lorsque vous allez produire une arme chimique, c'est que vous avez à un moment donné l'intention de l'utiliser. Alors bien sûr, la dissuasion existe, c'est-à-dire qu'on va produire des armes nucléaires, typiquement, parce que plus on en produira, plus on pensera qu'on dissuadera les autres et les ennemis de nous attaquer. Mais néanmoins, ça reste quand même une justification difficile. Les attaques contre un groupe spécifique, pour le coup, je passe au dernier, c'est difficile de justifier parce que on est dans un cadre qui peut, là, typiquement, facilement se recouper avec un crime de génocide parce qu'on s'attaque à un groupe en particulier. Donc il faudra après justifier que ce groupe ne constitue pas une unité ethnique, religieuse, nationale, etc. Donc c'est vrai que c'est difficile à justifier. Puis le dernier, c'est le non-respect des règles sur les prisonniers de guerre. Sur ce point, vous avez toute une ligne de commandement avant d'arriver finalement à un camp de prisonniers. Et donc l'erreur est souvent, alors ça constitue un crime de guerre, hein, très nettement, mais l'erreur est souvent utilisée, la justification d'une erreur est souvent utilisée sous le prisme du non-respect de la ligne de commandement. Et donc à un moment donné, vous allez avoir finalement, oui, mais c'était le commandant voulait que les règles soient respectées, et puis petit à petit ça s'est délité, et sur le terrain, dans le camp de prisonniers, oui, il y a eu des mauvais traitements, mais c'était pas une volonté de la hiérarchie. Ça, c'est un point qui est beaucoup utilisé, qui a été beaucoup utilisé devant lors de certains procès très importants pour crimes de guerre. Et en l'occurrence, ce n'est pas recevable, puisque la hiérarchie est censée être en contrôle finalement des personnes qui sont directement sur le terrain. Et dans ce cas-là, parce que ça peut se produire, même si le chef ne le voulait pas, c'est un crime de guerre. Donc il y a un crime qui a été commis, mais ce n'est pas dans le cadre d'une politique systématique avec une intention spécifique comme celle génocidaire ou une intention autre. Donc une erreur peut être condamnée, mais crime de guerre, donc c'est un incident, c'est pas une politique. C'est la grande différence entre le crime de guerre, du crime contre l'humanité et du crime de génocide. Crime contre l'humanité et génocide, c'est à peu près les mêmes crimes constitutifs. La différence, c'est l'intention de détruire, anéantir un groupe spécifique. Et d'ailleurs, la preuve, pour apporter la preuve, c'est l'étape suivante, je saute. Prouver l'intention génocidaire. Oui. Effectivement, vous avez... mais ça permet à nos jeunes jurés d'avoir des premiers éléments aussi, de ne pas être complètement dans le vide, pour répondre à cette question pas si simple, sur la question de la possibilité de prouver qu'une personne voulait justement commettre un génocide sans qu'elle ait reçu ou donné un ordre direct. Donc finalement, dire non, mais en fait, moi, on ne m'avait pas prévenu. Comment on fait ? Déjà, est-ce que c'est possible, selon vous, au vu des dernières informations qu'on nous a données ? Effectivement, comment on fait ? Et ça, peut-être que ça peut être une question qui peut être posée aussi à nos experts, pour vous aussi dans l'avancée de votre réflexion, et encore une fois, des délibérations que vous menez. Donc c'était une question basée sur un vrai-faux, une majorité et on peut tout à fait demander une justification. Alors, est-ce que certains d'entre vous, une ou deux personnes, pourraient nous clarifier votre point de vue afin d'avoir une réponse à vous donner ? Oui, parce que d'une certaine manière, même sans le dire clairement,
Et personne ne dit je vais génocider cette population, mais par des effets de langage ou des manières de le dire, même c'est surtout sur la durée une critique continuelle d'une certaine population qui se transforme en haine et finalement qui aboutira finalement par le génocide. Et c'est aussi une manière de se cacher derrière des ordres de la hiérarchie, dire que moi j'ai pas vraiment dit ça. Même ce qui s'était passé après le génocide juif et pendant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de gens disaient je ne faisais que suivre des ordres, j'étais pas au courant. C'est assez lâche finalement de dire ça, parce qu'en réalité le crime est trop grave pour se cacher derrière je ne l'ai pas dit en fait. Et on ne peut pas se permettre de faire la nuance dans ce genre de situation aussi grave, je pense. Je te remercie et je pense que ça pourrait être intéressant, si tu veux bien, qu'on ait peut-être Jean-Michel Gueux à commenter cette réponse, ce parallèle justement aussi avec l'extermination de la Shoah. Et effectivement, ces réponses qu'on a connues peut-être mériteraient un petit commentaire de votre part. Oui, alors bon, je ne suis pas un spécialiste de la Shoah, mais clairement, tous les débats entre historiens depuis la Shoah précisément visent à réfléchir s'il y a une intention de départ, une école intentionnaliste qui montrait que Hitler, dès 1933, voire même dans Mein Kampf, donc 10 ans plus tôt, avait l'intention d'exterminer les Juifs. Bon, alors évidemment, son vocabulaire a toujours été très châtié et fleuri à l'égard de ce groupe de population. Ou est-ce que finalement ce n'est pas dans la guerre et les circonstances qui ont amené à trouver une solution à la question juive de manière sur le génocide? Et aujourd'hui, les historiens ont plutôt tendance à montrer que l'idée du génocide est apparue dans le cours de la guerre pour régler finalement cette conquête immense des territoires par les nazis et, je dirais, toutes ces populations juives, puisqu'au départ, l'idée c'était peut-être de déporter, en tout cas dans les années 30, les nazis veulent chasser les juifs. C'est pour ça qu'ils les persécutent, c'est qu'ils veulent s'en débarrasser, qu'ils aillent en France, qu'ils aillent peut-être même s'installer à Madagascar, donc qu'ils disparaissent en quelque sorte de l'Europe. Et c'est évidemment progressivement que l'idée de cette extermination systématique, etc., apparaît dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale. Bon, et ça, c'est évidemment quelque chose qui a été longtemps débattu, et même encore aujourd'hui, entre les historiens sur cette intentionnalité première ou sur les circonstances de la guerre qui amènent à cette solution radicale. Merci beaucoup. Et afin de conclure notre réflexion de ce second acte, une affirmation sur laquelle je vais vous demander de prendre position. La force militaire garantit une paix durable, la justice et la réconciliation, ne sont pas suffisantes pour bâtir une paix après un conflit. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec cette affirmation? Sous le même schéma, on prendra une dernière prise de parole du public afin de poursuivre notre procès ensuite. Alors, au sein des jurés, qui souhaite nous donner sa réflexion? Tu souhaites nous partager ta réponse? Ouais? Parfait, merci. Alors, la justice et la réconciliation, pour moi, ne sont pas suffisantes pour bâtir une paix après un conflit. Et ça s'est vu à de nombreuses reprises, notamment après le génocide rwandais, où on a essayé quand même de créer des ponts entre les deux parties de ces génocides, où il y a eu beaucoup de tribunaux des tribunaux locaux pour inciter à la paix. Et on a vu que ça n'a pas été suffisant. Donc pour moi, la réconciliation laisse toujours des traces en fait, à travers le temps, sur plusieurs générations, où, qu'on le veuille ou non, il y a toujours une haine de l'autre qui est intégrée. Mais d'un autre côté, je pense que la force militaire ne permet pas non plus la paix durable, parce qu'elle incite à une violence de façon... Enfin, pas de façon explicite, mais plutôt implicite. Le fait d'avoir la force militaire cache toujours en fait une certaine violence qui peut être utilisée à n'importe quel moment, et ça permet en fait de créer juste une paix qui est instable. Je te remercie. Si tu me le permets, je vais peut-être inviter Florence Hartmann, si vous le souhaitez,
ou Jean-Michel, peu importe finalement. Qui souhaite répondre à cette réflexion très intéressante? Alors là encore, je ne suis évidemment pas spécialiste de l'Afrique, donc je vais me garder de parler du Rwanda, mais finalement, ces processus de paix, de réconciliation, on peut les transposer dans différents espaces. Et moi, ce que je connais mieux, c'est quand même l'histoire de l'Europe et du lendemain de la Première Guerre mondiale. On peut parler de ce traité emblématique, le traité de Versailles, qui est donc le traité de paix qui met fin à la Première Guerre mondiale. Et du coup, je vous invite à réfléchir à ce qu'est faire la paix. Est-ce que la paix, c'est 1919, la conférence de la paix? Vous avez certainement déjà un peu vu quelques images où on voit les Allemands qui sont amenés dans la galerie des glaces à Versailles. On les oblige, pratiquement un fusil sur la tempe, à signer le traité. Est-ce que là, c'est faire la paix? C'est juridiquement mettre fin à l'état de guerre avec l'Allemagne. Mais ce n'est pas faire la paix. Faire la paix, c'est ensuite tout un processus long, très compliqué, comme disait votre camarade, qui n'est pas du tout assuré d'aboutir. C'est une volonté vraiment très forte. Et donc, si on parle de la fin de la Première Guerre mondiale, à quel moment on a un début de détente entre la France et l'Allemagne? C'est pas avant 1925, 1926, c'est-à-dire plusieurs années après la guerre. Et finalement, cette détente, c'était une esquisse de la réconciliation, mais qui n'a pas abouti puisque la guerre est revenue et qu'on a dû reprendre après la Seconde Guerre mondiale à nouveau cette question des rapports franco-allemands et des manières de nous réconcilier avec l'Allemagne. Et donc ça, c'est un processus qui est lent. Et donc la paix, c'est une construction, c'est pas simplement une déclaration. Vous déclarez la guerre, vous êtes en guerre. Ça, c'est automatique. Vous déclarez la paix, vous n'êtes pas en paix. Il faut construire la paix. Donc, réfléchissez à ça. Je vous remercie. Et cette dernière perspective nous amène donc sur notre acte 3, conclusion et responsabilité. Le juge principal reprend le procès. Avant de conclure, donc, puisque nous rentrons dans cette dernière phase, le tribunal entendra les dernières déclarations des parties, de chaque partie. Donc, comme toute conclusion de procès, Madame la procureure, à vous la parole. Merci, Votre Honneur. Le général Draganov ne peut pas échapper à sa responsabilité individuelle dans les crimes qui ont été commis. Les preuves montrent que des actions systématiques ont été prises pour détruire une population entière. L'article 6 du statut de Rome est clair, ces actes sont constitutifs de génocide. Votre Honneur, Mesdames et Messieurs les jurés, il est évident que le général Draganov a fait face à des circonstances impossibles. Ces actions, bien que tragiques, ne constituent pas un génocide. Son objectif répondait à un désir de paix pour la population. Il n'a jamais eu l'intention d'exterminer un peuple. J'ai fait ce qui était nécessaire pour défendre mon pays. Je refuse d'être jugé pour des crimes que je n'ai pas commis. Vous avez détruit des familles entières, toutes nos générations. Ce que vous appelez défense est un massacre. Vous ne pouvez échapper à la justice. Les éléments qui ont été présentés devant vous sont d'une gravité extrême. Le verdict que vous donnerez, mesdames et messieurs les jurés, reposera sur deux choses: l'intention génocidaire et la responsabilité de l'accusé. Le tribunal vous demande à vous, les jurés, de vous prononcer sur la culpabilité de cet accusé. J'invite maintenant Florence Hartmann à conclure ce troisième acte avec un éclairage sur le génocide et la place des faits et leur retranscription par les médias.
Alors la place des faits dans un procès, que ce soit un procès de génocide, pour génocide ou crime contre l'humanité ou le cas de crime de guerre, les faits sont au centre, comme dans un procès de droit commun en temps de paix. C'est la colonne vertébrale. Sans fait, il n'y a pas d'inculpation. Sans fait, il n'y a pas d'enquête. Et sans fait, le procès n'est pas entamé. C'est là aussi le moment où des faits, quand on est dans le cadre d'un conflit, s'entrecroisent avec les individus. Alors avec l'individu principal, qui est en l'occurrence l'accusé ou les accusés, parce que souvent, dans ces crimes de masse, ce sont des plans concertés et il peut y avoir plusieurs accusés en même temps. Et à travers les individus aussi, par le biais des témoins qui sont des témoins directs des faits, qui sont des témoins victimes, ou des témoins insiders, comme on les appelle en anglais, c'est-à-dire des gens qui ont participé dans le camp des tueurs, disons, et qui dénoncent ces crimes et contribuent à l'éclatement de la vérité. Et pour rapporter ces faits, parce que ces faits, ils vont être déclinés pendant le procès avec des contraintes particulières qui seront parfois un handicap pour transmettre cette information au public. Parce qu'un témoin va avoir une partie des informations nécessaires pour appuyer chacune des accusations, pour démontrer l'intention génocidaire, démontrer comment classifier les actes, en quoi chacun des actes qui est mentionné et documenté entre dans la définition des éléments constitutifs du génocide, pour montrer que c'est la volonté d'institution, enfin, ou d'un État, ou éventuellement parce qu'un groupe particulier qui n'est pas étatique peut être également accusé de génocide. Donc montrer en quoi c'était une politique, comment elle était partagée et sa mise en œuvre. Et chacun des témoins va apporter ce qu'il peut. Donc tout ne va pas être rassemblé en un lieu ou à un moment même si souvent dans ces grands procès, vous avez des témoins experts qui viennent un peu faire une synthèse et apporter une compréhension plus transversale sur des points particuliers. Donc la retranscription des faits va être, une fois que le jugement est rendu, le travail est déjà fait. Mais un procès, il faut imaginer que le procureur, donc l'accusation, jette sur une grande table plein de pièces du puzzle. La partie adverse, qui est la défense, retire autant qu'il peut les pièces du puzzle. Et à la fin, avec les instructions du procureur, que le juge suivra ou les jurés suivront ou pas, il assemblera les dernières pièces qui restent sur la table, donc celles qui n'ont pas été éliminées, parce que parfois l'accusation affirme certaines choses qui peut-être qu'elles ne seront pas démontrées complètement comme fausses, parfois oui, parfois simplement comme incertaines, qui ne peuvent pas être retenues comme étant au-delà de tout doute raisonnable. Donc, une seule partie. Et dans le jugement, toutes les pièces du puzzle vont être rassemblées, vous aurez une histoire. Alors, retranscrire dans les médias, est-ce que c'est pendant le procès ou est-ce que c'est à l'aide du jugement ? Ce qui est clair, c'est qu'il faut rendre les choses compréhensibles et palpables pour le public. Alors, il y a une dimension extrêmement difficile qui est aussi difficile pour la retransmettre au public que pour la démontrer dans un procès, c'est l'intention génocidaire. Alors, à moins que ce soit marqué noir sur blanc,
j'ai la volonté de génocider, etc., ou des déclarations, parce que même les déclarations qui sont assez concrètes ne sont pas suffisantes. Une déclaration peut ne pas être suivie de mise en œuvre. Donc il va falloir utiliser différents éléments qui peuvent inférer que cette volonté est formée pas simplement avec l'ordre écrit ou certaines déclarations qui peuvent ne pas avoir été suivies des faits, mais par rapport à la mise en œuvre particulière ou le langage codé. Souvent, il y a un langage codé qui peut être utilisé. Dans des cas, c'était les victimes sont, je ne sais pas, moi, dans le cadre de Srebrenica en Bosnie en 1995, c'est des paquets. Donc pour ne pas que l'intention soit comprise. Ça peut être parce qu'il n'y a pas de préparatif pour aller... si c'est une armée qui essaye de nettoyer, comme on dit, nettoyage ethnique d'un territoire, et qui vient sans logistique, ni autobus, ni nourriture, etc., on peut inférer que l'intention, c'était de ne plus avoir personne. Donc il y a c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait, toujours concret. Donc ça, il faut l'expliquer, ça fait partie des choses, parce que c'est cette particularité. Ça s'appelle, le génocide, c'est le crime des crimes. Mais cette formule est de plus en plus contestée parce qu'elle a tendance à reléguer les autres crimes à quelque chose de moins important. Et si ce n'est pas un génocide, c'est moins grave. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les deux cas, c'est une politique criminelle généralisée, systématique, qui suppose une mise en œuvre et la mise à disposition et la préparation d'énormément de structures. Donc, parfois, quand c'est à l'échelle et que c'est un processus génocidaire qui est engagé par un État, on peut même aller retrouver le financement. Ça coûte cher aussi. Je veux dire, il faut préparer les armes, il faut financer les unités qui vont le faire, il faut préparer les esprits. C'est un processus qui prend du temps. Et je crois que dans la retranscription des faits par les médias ou plus tard les historiens, c'est pas tant les contraintes extrêmement spécifiques du procès qui doivent nous contraindre. Ce sont les faits qui doivent être notre boussole. Mais ce qu'il faut faire comprendre au public, c'est non seulement ce qui s'est passé et comment ça s'est passé, c'est un processus, c'est pas une fatalité. Donc on s'aperçoit en rendant visible le processus qu'il aurait pu être interrompu à plein d'étapes. Alors l'interruption, ce n'est pas nécessairement une intervention étrangère. C'est un processus qui aurait pu être interrompu par les participants. Crime de masse égale participation de masse. Ça veut dire massivement des gens qui tuent ou procèdent aux crimes, aux méthodes de crime choisies pour l'extermination. Que peut-être le processus a été découvert en cours de route et la convention sur le génocide, comme on l'appelle rapidement, c'est une convention qui exige, qui rend absolument obligatoire de prévenir et de punir. Donc, si on prévient et qu'il n'a pas lieu, il n'y a pas besoin de punir. Donc, c'est vraiment complet. Votre génération est consciente que, hélas, la première partie, la prévention n'a pas d'effet. Sans doute, vous êtes conscient du fait que le problème, c'est que c'est extrêmement difficile de qualifier en amont une politique criminelle systématique de génocidaire. C'est peut-être un crime contre l'humanité parce que la différence est extrêmement ténue. Donc, si on ne sait pas que c'est un crime de génocide, on n'a plus l'obligation
pour les États signataires de la Convention de le prévenir. Cette logique-là est très dangereuse parce que ça voudrait dire tous les crimes doivent être dénoncés comme des crimes de génocide alors qu'ils ne le sont pas nécessairement et il faut du recul quand même pour pouvoir l'établir le plus souvent, sauf pas nécessaire, enfin exceptionnellement, hélas, c'est pas nécessaire, mais dans la plupart des cas, comme c'est un processus, c'est pas évident et puis la qualification peut être erronée, ce qui est pas grave d'ailleurs. Et donc il faut vraiment partir du principe que tous ces crimes de masse, il faudrait, à défaut de pouvoir interdire la guerre, il faudrait les interdire. Il y a eu cette volonté à un moment, il y a eu un élan qui a complètement disparu, qui a été la responsabilité de protéger. On considérait que les États devaient s'associer pour stopper un dictateur qui disposait d'une partie de sa population pour l'exterminer. C'est dans cet élan de la fin des années 90 qui ont conduit à l'établissement d'une cour permanente, donc pas simplement pour des cas particuliers comme ça avait été le cas pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, qui était un début, donc un tribunal pour toujours, pour protéger les individus. Donc c'est une justice qui est critiquée par le public, qui est critiquée plus ou moins ouvertement par les États. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que les tribunaux pénaux internationaux, c'est d'abord fait pour nous tous. C'est-à-dire que si le droit est appliqué, c'est pour protéger chaque individu de l'humanité. Donc la participation des opinions publiques dans le soutien de la justice internationale est fondamentale parce que les États, ils sentent leur pouvoir réduit, un peu limité par le code de la route des guerres, par ce droit international. Donc dans certaines circonstances, ils vont dire mes alliés sont moins tenus que le méchant dictateur du pays du fin fond d'un autre continent que nous-mêmes. Donc c'est vraiment aux individus, à vous tous, à vos générations et aux générations futures, d'exiger que, par rapport à ce que vous avez dit, que cet effort qui pouvait paraître idéaliste et qui, hélas, est resté un idéal, mais continuer il ne faut pas renoncer aux idéaux, continuer sur cette voie-là pour que, si ce n'est que la guerre ne sera... C'est difficile d'imaginer que la guerre devienne un crime. Dans l'absolu, elle l'est. Mais pour que la guerre ne puisse pas être conduite n'importe comment et que cette explication suprême qui est le droit à se défendre ne prenne pas le dessus et exclut toute autre obligation. Donc c'est vraiment... donc le temps de... Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, non, c'est ça. Et ce qui est très important, c'est vraiment pour pareil, dans le récit qui peut être fait par les médias, il faut trouver des angles. Sinon, les gens ne comprendront pas. On a toujours l'idée du procès de Nuremberg. Le procès de Nuremberg, c'était une guerre mondiale qui a touché le monde entier. En fait, pas tant que ça. C'est la vision occidentale qui dit que ça a touché le monde entier, mais pas tant que ça. Mais on a cette impression-là. Tous les conflits qu'on a aujourd'hui, en espérant qu'il n'y ait pas une troisième guerre mondiale, bien évidemment, ça se passe de manière plus régionale. Donc, vous vous apercevrez que les opinions publiques ne vont pas être intéressées de savoir, dans le village machin, etc., des noms imprononçables qu'ils ne mémorisent pas. Donc, il faut soit raconter l'histoire des personnes, des victimes, et à travers le récit du parcours d'un individu qui a été victime de ces crimes-là recontextualisés, soit en tirer justement les éléments du processus. Et le processus depuis le départ, c'est-à-dire même si on est
sur un crime contre l'humanité, il y a un processus qui est toujours le même, celui qui a été identifié d'ailleurs pendant à Nuremberg et par les historiens. Le processus commence, comme l'une d'entre vous l'a mentionné, par la stigmatisation, c'est-à-dire l'identification de l'ennemi, sa stigmatisation, sa déshumanisation, et par le début d'un passage à l'acte d'une forme de population, par le mensonge, etc., etc. Et le basculement entre le discours de la haine et le moment d'une violence qui devient soit qui est brutale, soit qui est de plus en plus encouragée et qui va être utilisée pour être entièrement lâchée avec des cibles particulières et un processus, une planification, etc. et peut être très rapide. Donc c'est très important, quand il y a un récit de ces crimes, de ne pas oublier la genèse. Parce que souvent, on est à la fin. Les procès remettent le contexte. Dans les procès sur le génocide au Rwanda ou en ex-Yougoslavie, crime contre l'humanité ou génocide dans le cas de l'ex-Yougoslavie, le rôle des médias a été a été exposé. Le financement du processus a été exposé. Comment on organise des structures qui seront des structures écrans pour qu'un État puisse conduire des massacres de masse sans avoir l'air de le financer directement. Donc tout ça, c'est très important. Et c'est d'autant plus important que ça permet aussi aux sociétés de nos jours de se dire qu'il faut absolument réagir à la genèse même de ce processus, c'est-à-dire au moment où le discours de la haine, la stigmatisation est en route, parce que derrière, vous savez qu'il y a les étapes suivantes et elles ne sont pas si nombreuses jusqu'au crime de masse. Merci beaucoup Florence Hartmann pour ce message et ces informations autour de vos propos. Afin de conclure ce procès, deux dernières questions, une dernière de réflexion sur la manière dont vous allez effectivement tirer vos conclusions et vos dernières réflexions. Quelle place donnez-vous à ces différents éléments dans la délibération du verdict final, donc éléments qu'on a pu travailler depuis le début, que ce soit le témoignage avec la déclaration de victimes, la question de l'intention génocidaire, évaluer si l'accusé avait l'intention ou non de effectivement venir agresser et porter des actes génocidaires sur un groupe, le contexte, la classification des actes. Donc ça, c'est vérifier si les actes commis correspondent aux définitions données par la Convention qui porte sur les génocides, le meurtre, la violence physique, la conduite de vie inhumaine, les politiques gouvernementales, l'application du droit international ou encore la question de la réconciliation et de la justice. Afin de ne pas biaiser votre dernière réponse à ma prochaine question, je vais intentionnellement ne pas demander à nos experts de commenter. Je vous laisserai donner votre verdict après. Prenez le temps de répondre. Nos experts prennent le temps de regarder aussi les réponses afin de pouvoir donner les conclusions finales. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Vous avez besoin encore d'un petit moment ? Allez, encore un court instant. L'évaluation de l'impact de ces différents éléments. Chers jurés, êtes-vous prêts à donner votre verdict ?
Je m'adresse aujourd'hui au juré. Jugez-vous l'accusé, le général Draganov. Pouvez-vous vous lever, s'il vous plaît? Coupable ou non coupable des crimes de génocide tels que définis par l'article 6 du statut de Rome qui a mené toutes les décisions juridiques. S'il vous plaît, un petit peu de sérieux dans l'Assemblée. Est-ce que, avant de donner la parole à notre composition du procès, un membre du jury souhaite prendre la parole et exposer la raison quand même pour laquelle majoritairement vous jugez le général Viktor Draganov coupable? Bonjour, merci. Donc j'ai choisi de dire qu'il était coupable pour plusieurs raisons, notamment dans l'acte 2, lorsque le général Draganov s'est exprimé, il a parlé d'attaque des rebelles envers les forces militaires et a dit qu'il représentait une menace. Donc on peut s'interroger sur la question de menace, sachant que des enfants ont été tués dans l'attaque. Et on peut parler aussi de la légitime défense avec les 5 critères auxquels on doit répondre pour faire appel à la légitime défense dans l'armée. Et moi, je vois 2 critères qui ne sont pas répondus, c'est-à-dire que pour moi, on aurait pu essayer d'envisager une autre solution que la riposte. Donc pour moi, elle n'était pas nécessaire. Et également, je trouve que la défense n'était pas proportionnelle, donc on ne peut pas faire appel à la légitime défense, ce qui me permet de dire qu'il est coupable. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a un autre point de vue qui souhaite être prononcé? Je vais donc laisser nos experts conclure ce procès. Non, mais je pense qu'effectivement, on est très impressionnés par vos analyses et qui sont tout à fait pertinentes, effectivement. Il y a un point, je vais reprendre dans la globalité un point important de ce que vous venez d'entendre, c'est qu'effectivement, vous avez bien écouté, parce que chaque mot a son importance. Et je reprendrai l'image que Florence Hartmann a utilisée sur les pièces du puzzle, où effectivement, petit à petit, il faut essayer de décortiquer, essayer de comprendre, essayer de détailler. Et effectivement, alors bon, on avait 1h30, c'est court, donc vous avez forcément entendu peu d'argumentation, mais c'est ce qui est normal. Mais vraiment, le but, c'est de s'attacher aux mots qui sont utilisés, aux causes. L'intention génocidaire, elle est vraiment, il faut la comprendre comme un critère qui est psychologique, mais qui découle aussi d'intentions et d'éléments matériels. Florence Hartmann en a parlé, le fait de financer, le fait de s'organiser, etc. Tous ces points-là sont importants pour comprendre justement cette intention génocidaire. Donc, merci pour votre analyse, elle était tout à fait pertinente, mais j'espère en tout cas que je me permets de conclure, mais j'espère que cette simulation, qui encore une fois était courte, mais on fait avec le temps qui nous est imparti, vous a plu. Il faut savoir que c'est un outil qu'on va développer petit à petit dans le territoire normand en général, et puis plus largement au niveau national, avec différents publics, à la fois avec des jeunes, mais avec des étudiants également, en milieu carcéral également. Donc il y a vraiment des outils qui peuvent être développés. Donc si ça vous a intéressé, si ça vous a plu, si vous souhaitez avoir quelque chose de plus dense à ce niveau sur un modèle similaire, n'hésitez pas à venir voir les membres si présents du panel et puis à faire un petit mot également quand même de réconfort à notre témoin qui a beaucoup souffert. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup.